Bonsoir à tous. Merci d'être là. Il est donc 17h30 et on en a à peu près pour 1 heure de débat. Et après, on fera réagir la salle. Donc 10 minutes de questions, ça va être court. Bienvenue en tout cas. L'usine de demain se passera-t-elle de main-d'œuvre? Alors c'est un vieux débat, bien sûr, que celui du rapport entre l'être humain et la machine. Et il renaît avec l'émergence de tous ces outils numériques, de l'intelligence artificielle, bien sûr. Alors quel impact ces nouveaux outils numériques ont-ils sur l'industrie de demain? L'avenir de l'industrie, finalement, passe-t-elle par les technologies? Les technologies vont-elles détruire plus d'emplois qu'elles vont en créer? Quels sont les nouveaux emplois qui vont être créés par cette révolution technologique? Et comment finalement former les hommes et les femmes à ces nouveaux emplois? Souvent, ces emplois n'existent pas encore, donc comment les former? Et peut-on finalement imaginer un monde sans travail? Alors on va en parler avec nos panélistes. Louis Gallois est avec nous. Bonjour Louis Gallois, président du conseil de surveillance de PSA. Vous êtes à la fois un capitaine d'industrie, ancien patron de la société européenne, un peu symbole de la technologie aéronautique EADS, devenu Airbus. Vous avez aussi rédigé le rapport sur la compétitivité de l'industrie française dont s'est inspiré François Hollande avec le fameux CICE. Et vous co-présidez le cercle de réflexion La Fabrique de l'Industrie. Vous faites aussi du social comme président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Vous nous direz, Louis Gallois, si finalement l'industrie a encore un avenir avec les technologies et si elle sera, oui ou non, créatrice d'emplois. Nicolas Dufourcq, bonjour, président de BPI France. Vous nous direz si vous avez découvert des pépites technologiques, extraordinaires ou pas, et si ces technologies s'appliquent à l'industrie et si finalement elles sont créatrices ou non d'emplois. Afif Shelby, président du CAE tunisien, du Conseil Analyse économique, ancien ministre de l'Industrie de Tunisie. Vous nous direz justement si en Tunisie, on parle aussi d'une Startup Nation et comment finalement vous percevez l'évolution de l'emploi dans votre pays. Martha Renberg, fondatrice de Dare Disrupt. Vous êtes un peu le symbole de la disruption de ce panel, élue Femme Tech Leader et également Leader of Tomorrow. Et au sein de votre think tank, vous réfléchissez à l'évolution des technologies, à leur impact sur le monde de demain. Et vous avez travaillé avec la Commission européenne. Alors vous nous direz si en matière de technologie, l'Europe a vocation à rester loin derrière les États-Unis et la Chine. Vincent Rouex, bonjour, président de GFI Informatique, une entreprise donc de services du numérique. Vous vendez de la technologie et du savoir-faire aux entreprises et vous nous direz finalement comment leurs besoins ont évolué et comment inversement ces technologies font évoluer les entreprises et l'emploi. Éric Labaille, membre du Cercle des économistes et président de Polytechnique. Bonjour. Vous introduisez cette session, Éric Labaille, et vous nous direz justement comment on forme les générations de demain qui doivent faire face justement à cette révolution technologique. C'est à vous. Très bien, merci beaucoup et bonjour à tous pour cette session au titre un petit peu provocateur pour animer la discussion. Je vais cadrer un petit peu au début les discussions avec peut-être 2 ou 3 points sur les évolutions technologiques, les évolutions de l'industrie et puis le futur du travail. Alors tout d'abord, la formidable révolution technologique, je pense qu'on la voit tous. Aujourd'hui, plus de 50% de l'humanité est en ligne. On a plus de gens qui ont de mobiles que d'humains. Donc on a à la fois des consommateurs et aussi des business qui ont vraiment accéléré sur la transformation technologique. Et quand on dit transformation technologique, le point majeur depuis une dizaine d'années, c'est qu'on a une multiplicité de technologies qui sont en train de transformer les chaînes de valeur. Que ce soit le mobile, que ce soit l'IoT, que ce soit l'intelligence artificielle, le cloud, la robotique, l'imprimante 3D et également les transformations dans les énergies. Donc c'est cette combinaison en fait, de technologies qui est en train de révolutionnaliser l'industrie, les services, et avec un impact à la fois du côté de l'innovation, puisque de très nouveaux produits, de nouveaux services sont possibles, mais aussi avec une question, et on a parlé de confiance, on parle de confiance pendant ces 3 jours, et autour de la révolution technologique, il y avait un débat sur la partie éthique de la technologie, mais aussi un aspect social, et c'est aussi celui qu'on va débattre aujourd'hui, dans le sens de est-ce que le travail est en train de disparaître à cause de la révolution technologique. Alors, si on regarde les évolutions de l'industrie, eh bien tout d'abord, il faut voir qu'au niveau mondial, l'industrie est toujours en croissance. C'est-à-dire que la production continue à croître, et en grande partie de l'accélération des pays émergents, qui sont en train de développer justement leur PIB par tête, et donc développer leur partie industrielle. Donc globalement, l'industrie est en train de croître. Ce n'est pas forcément évidemment le cas, on y reviendra dans chacun des pays. Mais l'élément majeur derrière cette croissance de l'industrie, c'est qu'on a un remodelage des chaînes de valeur. Et donc, ce qu'on a vu avec des délocalisations, avec des changements drastiques de footprint industriel, eh bien aujourd'hui, les chaînes de valeur se remodèlent avec 4 éléments à avoir en tête. Le premier, c'est qu'on a une croissance de plus en plus faible des échanges de biens.
On a par contre une accélération des échanges de services, très souvent associés à des biens, mais donc les échanges de services sont en train de croître fortement. Troisième élément, c'est que l'industrie devient de plus en plus intensive en knowledge, en connaissance. Juste pour vous donner un élément, quand vous regardiez le pourcentage de R&D et d'immatériel dans un compte d'exploitation de l'industrie en 2000, c'était 6%. Quand vous regardez aujourd'hui l'industrie, on est passé à 13%. C'est-à-dire qu'on a quasiment doublé, plus que doublé, l'intensité en connaissance, en immatériel de l'industrie. Et là, évidemment, ça a un impact majeur à la fois sur les emplois et puis sur la valeur ajoutée. Et le quatrième élément qui est important sur l'industrie, c'est également la proximité client. C'est-à-dire de plus en plus, l'industrie se localise près du client. Pourquoi? Parce que, un, les technologies le permettent, mais deux, les clients veulent des produits personnalisés, et troisièmement, délivrés très rapidement. Et donc les implications de ces évolutions de la structure de chaîne de valeur, c'est tout d'abord évidemment un mix sectoriel qui est en train d'évoluer, de plus en plus de knowledge, de connaissances, de services. Deuxièmement, une évolution du footprint, de l'empreinte, qui est de plus en plus proche des marchés. Les marchés industriels deviennent de plus en plus régionaux. Ils s'étaient globalisés très fortement. Ils seront toujours à une dynamique globale, mais de plus en plus régionaux. Et troisièmement, on a bien entendu des évolutions de gains de productivité, alors qui aujourd'hui se voient au niveau des entreprises très fortement. Toutes celles qui passent à Industrie 4.0, en tout cas dans certaines de leurs lignes de production, ont des gains de productivité. On commence à les voir, et ça c'est un sujet qu'il va falloir regarder dans les années à venir, on commence à le voir aussi au niveau macro. On sait qu'on a eu en gros 1,8% de productivité, de gains de productivité sur les 50 dernières années. Depuis une dizaine d'années, on les voit un peu moins. On commence à les voir poindre. Et on sait tous qu'il faut 10 à 20 ans, en gros, pour que des éléments micro de productivité se traduisent au niveau macroéconomique. Et donc là, au niveau de l'industrie, on commence à avoir ces gains de productivité arriver. Alors si on regarde maintenant le troisième élément, qui est l'élément du futur du travail, eh bien là, on a aussi un remodelage du travail, un remodelage des compétences, puisqu'au niveau global, il y a beaucoup d'études maintenant depuis 2 ou 3 ans qui ont démontré que beaucoup de tâches pouvaient être automatisées. On dit en gros 45-50% des tâches étaient automatisables avec les robots, le software, les imprimantes, etc. Mais derrière ces tâches, en fait, le nombre d'emplois automatisables n'est pas du tout le même. On est plutôt sur 10 à 15%. Par contre, on a peut-être 80% des emplois qui vont être transformés. Et donc transformés en termes de compétences, transformés parce que aussi les organisations des entreprises sont en train d'évoluer. Et donc c'est vraiment la transformation des rôles, transformation des emplois, donc transformation des compétences qui est l'enjeu majeur derrière cette transformation de l'industrie. Peut-être de moins en moins de personnes sur les lignes, puisqu'en fait les jobs automatisés, c'est ceux qui sont prédictibles, répétitifs. Par contre, de plus en plus de techniciens, de personnes qui vont s'occuper des robots ou qui vont s'occuper de la création, qui vont s'occuper du design. Le type de compétences dont on parle, c'est ça, c'est la technologie, c'est l'expertise, mais c'est aussi la relation client, puisqu'on a la partie client de service, de delivery, qui va être très très importante. Donc une évolution des compétences assez forte. Dernier élément sur ce point de transformation des compétences. En gros, si vous regardez les 30 dernières années, tous les ans, il y a à peu près 0,8% des emplois qui sont créés qu'on n'avait pas prévus. Donc ça, il faut toujours avoir ça en tête. On dit toujours, mais on a des grands plannings, tout va disparaître. Non. Un, les rôles sont recomposés, mais deux, il y a des créations d'emplois. Un webmaster en 1990, personne n'avait prévu qu'il y en aurait beaucoup en 2019. Et donc là, il faut aussi se dire, ça c'est le côté je dirais, révolution industrielle. À chaque révolution industrielle, sur 10 ou 20 ans, il y a eu énormément de création d'emplois qu'on n'avait pas prévues dans des nouveaux domaines, dans des nouvelles technologies. Et donc pour conclure, la grosse question, je pense que l'on va débattre, c'est quel est le scénario? Est-ce qu'on est optimiste, pessimiste? Je pense qu'il est intéressant de reprendre l'histoire, comme je le mentionnais. Si vous regardez la révolution du PC, le PC en fait a détruit pas mal d'emplois, mais il en a créé plus de 20 millions dans un pays comme les États-Unis, une quarantaine si on inclut l'Europe. Donc à chaque fois, sur 10 ou 20 ans, on a une énorme création. Et donc aujourd'hui, oui, on va sûrement avoir une productivité accrue sur les lignes de production, mais il y a une énorme création d'emplois autour de ces lignes de production, dans le design, ainsi que dans le service et dans la conception des machines et de la technologie. Les dernières implications que je tirerais, c'est pour un pays. Il me semble qu'il y a au moins 5 implications. La première, c'est évidemment de travailler à fond sur ses compétences. On voit bien qu'on a une question forte d'avoir les bonnes compétences pour créer justement la technologie, mais aussi pour l'opérer et changer les chaînes de valeur. Deuxièmement, c'est qu'il faut une adaptabilité du marché du travail, puisqu'on voit bien que des emplois sont supprimés, d'autres sont créés. Donc comment est-ce qu'on peut aider tout le long de la vie justement à y accéder? Troisièmement, un fort investissement en R&D et en connaissances. Si on a une industrie qui est en train de doubler, voire d'augmenter, puisque quand je vous donnais le 13% tout à l'heure, il y a des industries qui sont à 20-25%. Donc si on a de plus en plus de connaissances en termes d'intensité, eh bien, il faut justement un pays puisse le faire.
Quatrième, c'est de bâtir des services, puisqu'on voit bien qu'autour de l'industrie, que ce soit des services de création ou des services aux clients, on a énormément de services qui sont justement entraînés par le fait qu'on a une base industrielle. Et puis enfin, un écosystème d'innovation, puisqu'on voit bien aujourd'hui que l'innovation est très très proche du terrain, du venture, du deep tech, etc. Et donc là, un écosystème d'innovation qui bâtit sur ses compétences pour être toujours sur la vague de la création des secteurs futurs. Merci Eric Labaille. Louis Gallo, oups, est-ce que ça marche? Oui. Alors, avant de parler justement de l'industrie sans main-d'œuvre, est-ce que vous êtes d'accord avec Eric Labaille lorsqu'il dit que l'industrie a encore un avenir? Est-ce que cet avenir passe par les technologies? En France, lorsqu'on regarde la part de l'industrie dans le PIB, au mieux, il est constant. En tout cas, il n'a pas tendance à augmenter. Est-ce que l'industrie a encore un avenir en France? Est-ce que ça passe par les technologies? Oui, bien sûr que l'industrie a un avenir en France. Il faut seulement prendre la dimension du problème. On vient de vivre une décennie catastrophique, la décennie 2000-2010. Catastrophique. Vous ne m'entendez pas, alors je vais forcer la voix. Je disais que la situation, que nous venions de vivre une décennie catastrophique, la décennie 2000-2010, où personne d'abord ne s'est intéressé véritablement à l'industrie, et deuxièmement, nous avons subi un certain nombre de chocs puissants. L'euro-fort, qui a frappé assez fortement une industrie qui était une industrie de moyenne gamme et donc très exposée à la concurrence par les prix. La crise de 2008 que nous avons subie et que nous avons mal gérée, puisque nous avons géré cette crise en détruisant de la capacité de production et non pas en la protégeant, comme l'ont fait les Allemands. Tous ces éléments font que nous avons connu une désindustrialisation plus rapide que partout ailleurs. Depuis 2010, il y a une prise de conscience et il y a, je pense, au moins une stabilisation, celle que vous évoquiez. Et je pense que Eric Labaille, d'ailleurs, a donné quelques éléments qui montrent que il y a de l'avenir pour l'industrie, à la fois la régionalisation, il y a cela, il y a le souci de proximité, et l'outil numérique permet d'assurer cette proximité. Il y a aussi le fait que nous allons un jour peut-être voir les gains de productivité apportés par le numérique. Un jour? Un jour, parce qu'actuellement, on ne les voit pas. Actuellement, nous créons de l'emploi en France avec une croissance de 1,3%. Quand j'étais jeune, c'est-à-dire avant la naissance du Christ, il fallait 3% de croissance pour créer de l'emploi en France, parce qu'il y avait des gains de productivité. L'économie française, du fait d'ailleurs que son industrie est faible, or c'est l'industrie qui crée d'abord les gains de productivité, l'industrie française, mais nous ne sommes pas les seuls, toute l'Europe est dans une période de bas gains de productivité. Alors, aux États-Unis, on commence à voir apparaître les signes d'un regain de la productivité dû probablement au numérique. Et comme ils sont en avance sur nous, on peut se dire que ça va venir. Enfin, on ne les a pas encore. Alors, donc, je crois évidemment à l'industrie. Il faut évidemment qu'il y ait une politique industrielle. Une politique industrielle, c'était un gros mot jusque dans les décennies 2010, jusqu'en 2010. Maintenant, ce n'est plus un gros mot. On en parle en France, c'est une tradition. On en parle à Bruxelles. On en parle en Allemagne. Monsieur Altmaier parle ouvertement de politique industrielle, ça ne le rend pas populaire, mais il en parle. Et je peux vous dire qu'il a le BDI, c'est-à-dire l'équivalent du MEDEF pour l'industrie, a écrit un document sur la menace chinoise qui montre une prise de conscience extrêmement forte du besoin de réagir et de réagir extrêmement fortement. Donc je crois qu'il y a des choses qui se passent. Je constate qu'actuellement, quelques bourgeons pour le printemps industriel apparaissent. L'investissement industriel se porte bien grâce à la BPI. Pas uniquement, enfin, les marges des entreprises ont été restaurées à un niveau qui n'est pas totalement optimal, mais qui est un niveau qui permet d'investir. Des sites industriels se créent, l'attractivité de la France s'est renforcée.
Et je constate que les capacités de production en France actuellement sont utilisées à plein, sauf exception évidemment, mais sont utilisées à plein. D'ailleurs, ça nous pose un problème parce que notre balance commerciale va rester déficitaire avec des capacités de production utilisées à plein parce que la taille de l'industrie française ne permet pas de répondre à la demande, aussi bien interne que externe. Donc il faut qu'elle augmente. Donc il faut augmenter cette taille. Mais on voit les bourgeons. Je pense qu'il faut insister sur tous les points de compétitivité et il faut insister sur l'attractivité. Je pense que l'attractivité, c'est plus large que la compétitivité. Il faut que les industriels français et les industriels étrangers aient envie d'investir en France. C'est absolument capital, ça. Or, les industriels français qui investissent sont surtout les grandes entreprises qui ont naturellement vocation à investir hors de France. Et c'est un de nos problèmes. Il faut aller dans le sens inverse. Et puis, il faut attirer les investissements industriels étrangers, pas uniquement les achats d'entreprises, mais les investissements concrètement dans les capacités de production. Merci Le Gallois. Nicolas Dufourcq, alors avez-vous découvert les pépites technologiques industrielles en France? La France devient-elle vraiment une start-up nation? Alors oui, la France devient une start-up nation. On l'avait rêvé, c'est en train de se produire. Je ne reviens pas sur les chiffres parce qu'ils sont bien connus. Mais surtout, ce que je voudrais vous faire sentir peut-être, c'est que les start-up en question, finalement, on va appeler ça des entreprises. Voilà. Donc il y a un taux de création d'entreprises tout à fait considérable. Et ce ne sont plus seulement des jeunes entreprises technologiques du monde du digital, on va dire du monde de Mark Zuckerberg, hein, qui font du code avec des développeurs et grosso modo des plateformes et des services digitaux. C'est de plus en plus, et c'est le sens du plan Deep Tech qu'on a lancé cette année, des entreprises très très fortement innovantes, issues du monde des universités et de la recherche, hein, et qui à la fin des fins vont produire des objets. Et si vous produisez des objets à partir de semi-conducteurs, de microfluidiques, de silicone, et même d'informatique avancée, de cloud computing, etc., par définition, vous avez besoin d'usines. Par définition, vous avez besoin d'usines. Et donc, les startups deep tech d'aujourd'hui sont l'industrie française de demain, pour une partie. Qu'est-ce que vous appelez start-up deep tech? Eh ben, une start-up deep tech, je vous donne les deux exemples des entreprises que j'ai présentées au président Macron quand il est passé à Vivatech. Hein. Je lui ai présenté Insect et je lui ai présenté BioSerenity. Insect, c'est une entreprise alors qui est vraiment un BPI France baby, si je puis dire, puisqu'on les a soutenus à fond en innovation, en subvention, en avance remboursable, etc., etc. Et puis ensuite, un premier capital amorçage. Et maintenant, on vient de mettre 44 millions. Bon. Et donc Insect, donc c'est une entreprise qui fabrique des protéines animales à base d'insectes. Donc c'était de la haute recherche scientifique. Et ben, elle construit une usine de 40 000 m² à Amiens. Donc on est déjà dans l'industrie. Et cette entreprise, ça n'est plus du tout une start-up. Elle a 250 salariés. C'est une ETI industrielle française à base de recherche fondamentale. Vous prenez BioSerenity. BioSerenity, c'est des tissus connectés qui permettent de diagnostiquer des maladies cardiovasculaires ou des prurites d'épilepsie. Donc on vous met un espèce de bonnet de fou, là, plein de capteurs. Et bon, qui fabrique les bonnets en question? Eh ben, c'est la bonnetterie de Troyes-en-Champagne. Donc là aussi, on fait des usines. Et quand on dit qu'on va créer dans les 4 ans qui viennent 2000 startups deep tech, en fait, on participe, c'est un des axes, hein, il y en a plein d'autres, au rêve de la reconstruction d'une industrie française qui ne représenterait plus 12% du PIB, mais peut-être dans 15 ans, 17, 18 et peut-être même plus. Vous y croyez vraiment, ça, que ça va... Moi, j'y crois totalement, mais je vais vous dire, quel est le goulot d'étranglement? Le goulot d'étranglement, il est dans cette salle parmi ceux qui sont jeunes diplômés et qui se posent la question de savoir ce qu'ils vont faire dans leur vie. Si vous continuez de penser qu'il faut aller seulement dans les grands groupes, dans les banques, dans les cabinets de conseil ou à l'étranger, mais jamais dans les PME industrielles françaises, on n'y arrivera jamais. Voilà. Et donc, il faut les motiver, alors. Donc, je suis là pour le faire, n'est-ce pas? Et je peux me permettre de le faire puisque, à titre personnel, quand j'avais vos âges, j'avais déjà créé 3 PME industrielles. J'ai perdu beaucoup d'argent, mais enfin, j'y ai tout appris. Et c'est une des périodes de ma vie. Voilà. Mais enfin, quand même, une PME de plasturgie en Lorraine, une PME d'agroalimentaire dans le Lot. Bon, et rien ne nous arrêtait à l'époque. Et je dois dire qu'à l'époque, puisqu'on remonte quand même dans des années peut-être un peu moins anciennes que les vôtres, ça finit par passer le temps. Et la PME était moins une sorte de repoussoir
Et c'est débile de faire de la PME un repoussoir. Je vous rappelle que ceux qui font les plus belles fortunes aujourd'hui en France sont en général ceux qui ont commencé dans des petites entreprises. Je citais l'autre jour à déjeuner Patrick Drahi, qui lui a décidé en tant que polytechnicien de commencer sa vie comme jeune chez Électricité de Strasbourg, dans la filiale de câbles de l'électricité de Strasbourg. C'était un choix disruptif et c'est de là qu'il est parti. Et si vous vous amusez à regarder d'où sont partis ceux qui ont fait les plus grandes fortunes, en général, ils sont partis des territoires, pas de Paris, et ils sont partis de structures de petite taille, en général industrielle. Donc BPI France a une action, le plan DeepTech, ça c'est avec au fond le monde de la recherche scientifique. On essaie de convaincre les chercheurs de créer des boîtes avec des managers, on peut détailler, hein. Mais on a une autre action qui consiste, et c'est le VTE que nous avons lancé, qui est le VIE France. Le VIE France, ça consiste à dire, à la fin de votre école, vous ne savez toujours pas exactement ce que vous avez envie de faire. D'ailleurs, vous ne saviez pas bien pourquoi vous rentriez dans cette école, souvent. Hein. Et 3 ans plus tard, vous vous posez toujours la même question. Quel genre de costume vous avez envie de porter le matin en allant au boulot, etc. Nous vous disons, vous pouvez aller passer 1 an comme bras droit d'un patron de PME. BPI France s'occupe de tout. On vous trouve un super patron charismatique. Pendant 1 an, vous allez être dans un territoire, pas forcément celui que vous connaissez déjà, dans une industrie. Et au bout d'1 an, votre employabilité, de toute façon, aura été multipliée par 3 ou 4. Et vous vous poserez les bonnes questions en termes d'orientation. Et peut-être une partie d'entre vous décidera, au fond, de rester. Et si vous restez dans l'industrie française, dans le monde des PME et des ETI, alors on peut faire le 18% de, allez, on va dire 2030. Si en revanche le capital humain français continue de ne pas aller vers l'écosystème industriel français, à l'exception des très grands groupes, alors c'est à peu près certain qu'on n'y arrivera pas. Au fond, la méthode allemande est la bonne, c'est celle du Mittelstand. Il y a un Mittelstand français, il est très profond, très puissant. Moi qui passe ma vie avec eux, je peux vous dire que c'est des entrepreneurs exceptionnels, que c'est tous les jours la joie d'être patron. Et parfois, quand vous faites la comparaison entre être patron ou travailler dans ces équipes-là, dans des entreprises de taille humaine, et puis les très grands groupes très intégrés, très processés, eh ben, vous vous dites, au fond, peut-être qu'il faut y réfléchir 2 fois avant d'aller dans les usines gigantesques des groupes multinationaux. Voilà ce que je peux dire. Donc ça s'appelle le VTE. Si vous êtes intéressé, vous allez sur vte-france.fr. Voilà qui est bien vendu. Voilà. Merci en tout cas. Il faut qu'il en reste un petit peu pour les grands groupes quand même. De toute façon, la compétition est rude, hein, franchement. Oui, voilà. Non, mais sans blague, le capital humain est un point fondamental. Vincent Rouet, vous, c'est une grosse boîte. Vous vendez de la technologie et du savoir-faire. Vous êtes entre deux, finalement, vous. C'est quoi, ET, dans la classe? D'abord, dans l'âme, je suis vraiment un entrepreneur. Alors, même si je n'ai pas la même caractéristique qui était citée, mais on est parti d'une petite et on est entre les deux. Et on s'adresse, par contre, aux grands groupes et aux ETI et aux PME. Vous vantez de la technologie. Vous pensez que l'industrie intelligente est une chance aussi pour la France? J'en suis convaincu. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été donnés et on partage complètement à travers ce qu'on voit, aussi bien dans les grands groupes d'ailleurs que dans les ETI, avec cette relocalisation, cette nécessité de casser des productions de masse vers des productions plus adaptées avec des petites séries ou de l'individualisation, de la personnalisation, le smart product. Donc tous ces phénomènes existent. C'est une vraie chance de relocaliser, et ça on le voit bien aujourd'hui. Mais ça, c'est un véritable phénomène, cette relocalisation, parce qu'on parle sans arrêt de mondialisation et de délocalisation. Et là, vous avez l'air non, d'être clairement. Alors, est-ce que c'est dans les chiffres? Je pense que c'est pas encore avéré, mais on voit bien aujourd'hui la dynamique qui devrait concourir à ce genre de choses. Se pose 2 problèmes. Dans la relocalisation, c'est effectivement le problème des compétences. L'attractivité, elle peut passer aussi, et je complète ce que disait Nicolas, par le fait qu'aujourd'hui, avec l'IoT, le big data, l'intelligence artificielle, on va pouvoir attirer des ingénieurs. Quand vous faites de l'IA ou de la data aujourd'hui, le Graal, c'est d'aller dans la banque et de vous enrichir. Revenir aujourd'hui dans l'écosystème français avec des propositions de postes attractives basées sur cette disruption sont des sujets d'attractivité fondamentaux pour nous. Après, se pose la question, et même si BPI fait un boulot remarquable, on le voit dans les ETI, c'est la capacité des patrons de ces ETI à prendre en main cette transformation. On regarde aujourd'hui, nous, la vision qu'on en a, c'est que tout ce qui est, j'ai envie de dire, ERP, CRM, relations clients, puis la chaîne de valeur, la supply chain, l'omni-commerce, est à peu près un sujet traité par les ETI. Le sujet de transformation fort du business model, de l'utilisation de la data pour aller créer des nouveaux offres de services, les sujets de transformation de la chaîne de production, ils sont encore des sujets qui sont assez peu développés. Et là, la nécessité d'avoir des patrons convaincus et qui ont la capacité d'investir pour se transformer va être un moteur pour attirer les talents. Et je pense qu'on a de très bonnes écoles. Il suffira effectivement d'attirer et de rerouter ces compétences d'ingénieurs en France, en région et bien sûr sur ces sujets. Et je pense que là, il y a un vrai
vrai accompagnement de l'État pour assister, je répète, ça a déjà été initialisé, mais assister cette transformation, accompagner ces patrons qui aujourd'hui sont aussi parfois, eu égard à l'ancienneté, un peu perdus devant tous ces phénomènes assez compliqués. Je rajouterai juste un point, je pense qu'on a un peu survendu l'intelligence artificielle. Il faut rester, et ce qui explique aussi parfois certains moments de recul dans des entreprises, dans les usines. Aujourd'hui, la robotisation pour aller vers du cobot, donc du collaborative robot, est un sujet que les gens n'ont peut-être pas bien compris, mais surtout l'IA dans sa forme faible est un sujet qui va plutôt transformer, accompagner les gens dans leur évolution pour passer de l'ouvrier au technicien. Et je crois que c'est plutôt positif par rapport à cette vision où on a expliqué que l'IA remplacerait tout. Et je pense qu'on en est quand même un peu loin. Afif Chelbi, votre pays, la Tunisie, on le connaît surtout pour ses industries à forte utilisation de main-d'œuvre. Est-ce que ça peut être aussi l'industrie 4.0 en Tunisie? Est-ce que c'est votre façon de voir? Tout à fait, mais si vous permettez, si la salle peut se poser la question, je lui poserai moi-même une question. Peut-être vous connaissez la Tunisie touristique, certainement, la Tunisie de sous-traitance, comme vous avez dit, basique, mais connaissez-vous également la Tunisie technologique? Aujourd'hui, il y a 3300 entreprises. Mettez-vous en face du micro. 3300 entreprises européennes industrielles qui travaillent en Tunisie. C'est le plus grand nombre d'entreprises au sud de la Méditerranée. Savez-vous également que 51 entreprises produisent des composants aéronautiques en Tunisie, notamment pour Airbus, que 250 entreprises fabriquent des composants automobiles pour tous les constructeurs. Il n'y a pas un constructeur européen qui n'a pas une ou plusieurs filiales en Tunisie, que le pays s'est doté d'une infrastructure technologique très étoffée, puisqu'elle est construite autour de 10 pôles de compétitivité spécialisés dans la mécatronique, l'éthique, etc. En fait, pour la Tunisie, les nouvelles technologies et l'industrie 4.0 ont offert l'opportunité d'un véritable raccourci technologique. La Tunisie ne pouvait pas être compétitive dans la sidérurgie, mais elle a pu prendre des positions fortes dans un certain nombre de filières parmi celles que j'ai citées. Par exemple, l'introduction massive d'éthique dans le textile dans les années 2000 a sauvé le textile tunisien en favorisant le circuit court après la fin des accords multifibres et l'entrée en force de la Chine sur le marché européen. Les évolutions technologiques, en fait, elles ont permis, par leur mode de production plus smart, qui réduit notamment la taille critique des unités, d'ouvrir des perspectives d'industrialisation à des pays de petite taille pour peu qu'ils ciblent leur positionnement aux bons endroits dans les chaînes de valeur mondiales. Donc il y a des conditions. Voilà, il faut bien se positionner. Donc j'ai dit que, par exemple, dans l'amont de la recherche et développement ou dans l'aval de la distribution, qui sont tous les deux très capitalistiques, elles sont relativement hors de portée pour nous. Par contre, entre ces deux bouts de la chaîne de valeur, la recherche appliquée, l'ingénierie, des parties et des processus de production offrent un grand nombre d'opportunités. Plusieurs exemples peuvent être cités, j'en ai beaucoup en tête, par exemple Enova Robotics, une des premières startups en Afrique qui fabrique sa propre marque de robots, dont un robot de sécurité extérieure à usage civil pour les grands sites industriels, centrales nucléaires, plateformes pétrolières, etc. Son premier robot c'est un véhicule électrique autonome de surveillance et d'alerte, a été exporté en 2015 à un grand groupe de sécurité dans la région Rhône-Alpes. Monsieur Vincent Rouet parlait de l'Internet des objets. Il vous dira qu'il a une activité Internet des objets en Tunisie. Et je peux multiplier les exemples de ce type-là, de véritables start-up dans les hautes technologies qui travaillent en Tunisie. Merci beaucoup. Martin Renberg, vous avez travaillé avec la Commission européenne. L'Europe a-t-elle vocation à rester loin derrière les États-Unis et la Chine en matière d'intelligence artificielle et de technologie? Alors, j'ai vraiment hâte de continuer en français, mais j'ai peur que ça va ralentir un peu, donc je vais change to English. I hope that's okay. So the work that we started at the European Commission started because China had a very clear industrial policy and US had a very clear industrial policy, and European Union was lacking in a vision. I think as time evolved, we've been working on this vision for 1.5 years and published last Thursday. We understood that it was kind of not about US versus China versus Europe, and we have to change a bit the narrative around that. We discussed competition, and I think I agree with Mr. Gallois that we have to talk less about competition and more about attractiveness of the industry. And industrialization started in
Europe, and now industrialization is faced with immense threats and something that we've birthed ourselves, climate crisis, and we have to lead the way now with regards to its transformation. And I think it's not going to be a third way. It's not going to be US or China or European Union. It's going to be a mixture. And I hope, this is my hope at least, that the European values of collaboration, of diversity, of trust can be a playground for taking the best from the US model, taking even the best from the Chinese model. Yes, there are these cases, and mix it up and actually find that we can provide some new ways for applying technology. We have very extreme cases now, for example, with regards to the big data debate, which is at the core of artificial intelligence. We have data being used for mere profit, that's the US model, you could say, or data being used for control, which is the extreme Chinese case. And again, I don't think this is an either or. I really hope that with regards to the big hurdles ahead, that we can find some middle ground. And here, circular economy is also a thing where we've pushed some pretty progressive policy at the European level, and that is going to be really key, obviously, going forward. So I think there are some interesting playgrounds here to set the debate for responsible AI that is not only for European Union, but for the rest of the world. And a last hack I'd love is also for us not to just look east or west, but also to the global south. And this is where we're going to have to help, but also learn new ways of applying technology, as there are so many, as we hear, so much innovative forces coming with the very specific problems that exist in the global south. And we can learn tremendously from that. It's particularly radical thinking that is needed for us to circumvent the climate crisis that we have ahead. Merci Martha Renberg. Éric Labaille, 400 millions d'emplois, vous l'avez dit, pour être automatisés à l'horizon 2030, alors que 600 à 900 millions d'emplois pourraient être créés. Ce sont des emplois qui finalement n'existent pas encore. Comment former, justement, puisque vous êtes président de Polytechnique, comment former les jeunes d'aujourd'hui à des emplois qui n'existent pas aujourd'hui, qui n'existeront que dans 3, 4 ans, 5 ans? Alors, la formation, c'est d'être très proche de la technologie et de la science, puisqu'une bonne partie des solutions aux grandes questions d'aujourd'hui sont des solutions scientifiques. On le voit bien sur le développement durable, on le voit sur la santé, tous ces défis auxquels d'ailleurs les jeunes sont très sensibles. Je voulais aussi mentionner qu'aujourd'hui, ils veulent s'engager, ils veulent résoudre les problèmes du monde. Et donc, il y a à la fois la partie, je veux dire, technique, et donc on a énormément évolué, je dirais, la partie des cours pour être justement data science, artificial intelligence, les questions de développement durable, bien d'ailleurs comprendre quels sont les enjeux autour de ces solutions physiques. Mais il y a aussi la question de, je dirais, l'expérience, à savoir comment est-ce qu'on met tout ça en œuvre également. Et donc, dans la partie de l'éducation, tout ce qui est immersion dans des entreprises, immersion dans des labos, mais aussi immersion dans des associations, immersion globale, pour comprendre aussi comment faire le changement. Donc c'est vraiment les deux axes qui permettent, je pense, d'avoir des jeunes qui peuvent mettre leur engagement en action et surtout sont prêts à rencontrer l'inconnu. Parce que la question, c'est être sur tout terrain, ce n'est pas uniquement un problème de maths à résoudre sur une feuille. C'est travailler avec des personnes, travailler avec différentes cultures, travailler sur des problèmes complexes. Donc apporter cette compétence-là, mais pouvoir l'adapter à toute situation. Donc là, effectivement, tous les ans, on se dit finalement, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On n'a jamais fini sur ces axes-là. Mais on travaille vraiment sur ces deux axes pour assurer que les jeunes soient proches du terrain. Et j'en rajouterai un troisième. Nicolas parlait beaucoup d'entrepreneuriat. Et là, c'est aussi quelque chose qui résonne beaucoup. Et donc, le contact global, être dans un écosystème où tous les jours, vous rencontrez des chercheurs, des jeunes qui sont déjà dans une start-up, et ceci sur le campus, eh bien, ça vous ouvre des horizons qu'avant, vous n'aviez pas quand vous étiez dans une prépa ou même dans une université en licence. Donc là, ce contact au jour le jour avec des compétences différentes, pluridisciplinarité, et des personnes qui arrivent avec des perspectives différentes d'approcher un problème, eh bien, ça vous forme à se dire comment je résous un problème dans la vie réelle, dans les années à venir. Oui, Gallois, vous êtes d'accord avec Éric Labaille? Est-ce qu'on va vers une industrie, finalement, il faut quand même poser la question, moi, une fois, sans main-d'œuvre? Alors moi, un monde sans travail. Je ne crois absolument pas qu'on aille vers une industrie sans main-d'œuvre. Je suis dans la grande industrie que stigmatise mon ami Dufour, mais enfin, bon. On ne voit pas du tout les usines. D'abord, il y a beaucoup moins de monde dans les usines qu'avant. Il faut bien le voir.
quand on dit on part d'une situation où l'automatisation est derrière nous, très largement. On a automatisé énormément de tâches. Et je pense que le numérique, je ne dis pas que ça n'est pas un impact, mais cet impact est très modéré par rapport à ce qu'on a connu dans la vague d'automatisation depuis le début des années 90. A-t-on appris alors? A-t-on appris justement? Peut-on tirer alors, non, mais ce qui va changer, c'est que le numérique apporte dans la gestion des usines une flexibilité, une rapidité de réaction qu'on n'avait pas avant. Par exemple, je vous donne deux exemples. Vous avez ce qu'on appelle les soudures dans les voitures, on appelle ça le ferrage. Vous avez des robots qui travaillent. Ces robots peuvent dériver un peu. Eh bien, jusqu'à présent, ces dérives, on les constatait a posteriori. Maintenant, on les a en temps réel. Toute l'information des robots de PSA est transférée en Pologne, où il y a les spécialistes du réglage des robots qui réagissent en temps réel à partir de l'usine de Pologne, sur Sochaux ou sur Vigo. Hein, et donc, ça n'a été possible qu'à cause du numérique. Mais c'est une question. L'emploi n'est pas le principal sujet. C'est la capacité, la flexibilité que ça donne et la capacité de réaction. Les opérateurs, ils ont des tablettes sur lesquelles ils notent tout ce qu'ils rencontrent en termes de défauts. C'est traité immédiatement. Ils n'ont plus besoin de faire des rapports. C'est traité immédiatement. Les pièces de rechange sont commandées immédiatement. On accélère considérablement. Jusqu'à maintenant, quand vous avez des problèmes de peinture sur une voiture, les voitures passent à la chaîne de peinture, puis vous aviez ce qu'on appelait les palucheurs. C'est-à-dire des gens qui passaient les mains sur la voiture pour voir s'il y a les petites imperfections. Maintenant, il y a une machine qui prend 40 photos à la seconde. Il y a 40 caméras qui prennent 40 photos à la seconde. Et en temps réel, le résultat est donné aux fameux palucheurs qui n'ont plus maintenant qui savent où il y a des défauts et qui peuvent soigner les défauts. Ils n'ont plus à faire le travail qui consistait à palucher, d'ailleurs qui est un travail imparfait. La photo est bien meilleure, donne une qualité bien meilleure. Voilà ce que ça apporte. Donc là, vous avez l'air de dire que la technologie émancipe même. La technologie, bien sûr que la technologie émancipe et facilite les choses. Par exemple, il y a des points de soudure sur la chaîne d'assemblage qui sont difficiles d'accès, les bas de caisse en particulier, la caisse de l'automobile. Bon, eh bien, il y a un combo. C'est-à-dire que l'opérateur, il fait lui-même le haut de caisse, et pendant ce temps-là, le cobo fait le bas de caisse. Et le cobo, il s'arrange pour ne pas gêner l'opérateur. Ça, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il est réglé, il y a eu une période d'apprentissage, le robot a appris à ne pas gêner l'opérateur. Donc, on est en train d'installer ça. C'est très important. Alors, en termes de compétences, ça ne pose pas de véritable problème pour les opérateurs, surtout les jeunes, parce qu'ils savent se servir d'une tablette, l'informatique, les informations qu'ils reçoivent sur leur téléphone portable ou sur leur tablette, ils sont capables de les lire, de les traiter. Mais ça crée énormément de nouveaux métiers pour ceux qui vont fabriquer ces nouveaux outils numériques. Et actuellement, le principal problème, c'est de trouver les compétences pour fabriquer ces nouveaux outils. C'est pas le problème des opérateurs eux-mêmes. Il faut bien sûr les former, mais ça fait partie du travail normal. Le véritable problème que nous rencontrons en termes de compétences, ce sont ceux qui sont capables de forger les outils numériques pour réaliser ce que je viens de décrire. Je vais donner quelques exemples, il y en a évidemment beaucoup d'autres. Donc on en revient à la formation tout de même. Oui, la formation, c'est à la fois de la formation. Et je vous donne un exemple que je suis sûr que ça ne sortira pas de cette salle, nous sommes entre nous. Mais la direction de la recherche et développement, le nouveau directeur a décidé qu'il s'arrêterait de travailler le vendredi à midi et que tous les vendredis après-midi, ça serait formation. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Bonne initiative. Je pense que c'est une très bonne initiative.
Parce qu'on voit apparaître sur la voiture électrique, sur la voiture connectée, sur la voiture autonome, qui sont quand même très très liées au numérique, on voit apparaître des technologies qui n'étaient maîtrisées par personne et il faut qu'on les acquiert. Et on ne va pas recruter des centaines ou des milliers de personnes. En plus, ce n'est pas le genre de Tavares, mais enfin bon. Donc il faut former les gens en interne. Et ça me paraît être la bonne formule. Il faut être formé tout au long de sa vie? Il faut être formé, bien sûr, tout au long de sa vie et jusqu'au sommet. Ça touche toute la hiérarchie à la direction de l'ingénierie. Toute la hiérarchie. Nicolas Dufourcq, vous êtes d'accord? Est-ce que vous trouvez, justement, vous êtes confronté, vous, à tous ces nouveaux emplois, maintenant que vous prenez des participations et que vous allez repérer les pépites technologiques? Mais complètement. Louis a magnifiquement décrit ce que c'était que la révolution humaine à l'intérieur de l'usine. Effectivement, on parle plus d'ouvriers, on parle d'opérateurs. En fait, on parle plus d'usine, même à proprement parler. Moi, il se trouve que je suis le chairman de ST Microelectronics. Donc là, on n'est pas dans des usines 4.0, c'est des usines 6.0. Et il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, simplement ils sont tous en blanc, ils ont tous un vernis scientifique. Ils sont pas, honnêtement, c'est pas des ingénieurs. Pourquoi un vernis scientifique? Ils sont pas ingénieurs, mais ils sont plus ouvriers non plus. Et donc ils ont une fonction qui est une fonction d'opérateur technique des machines les plus complexes du monde, les usines de semi-conducteurs. Et c'est ce vers quoi on va. Donc en effet, le sujet, c'est en langage économique, on appelle ça le mismatch, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte pour que nos ressources humaines sachent faire ça, quoi. Et donc c'est la formation. En effet, c'est la formation et derrière laquelle se profilent toutes sortes d'enjeux pour les patrons, en réalité les responsables, d'où la réforme de l'apprentissage qui leur permet de décider ensemble dans les territoires, de créer ensemble des centres de formation d'apprentis si d'aventure les systèmes publics sont trop lents. Je rappelle que c'est très documenté ça par le commissariat du plan, qui s'appelle France Stratégie maintenant, entre 1990 et 2015, il y a eu d'énormes destructions d'emplois dans l'agriculture, d'énormes destructions d'emplois dans des métiers comme les assistantes, par exemple. On a perdu pratiquement 400 000 assistantes en France. Et il y a eu d'énormes constructions d'emplois dans le monde des ingénieurs télécoms, des installateurs télécoms, avec la révolution télécom engendrée par l'arrivée du mobile sur l'ensemble des territoires. Plus de 500 000 ingénieurs télécoms qui n'existaient pas en 1990. 500 000. Et donc, pour faire ce que Louis a décrit dans l'ensemble des PME françaises, il va falloir un paquet d'intégrateurs. Donc on a déjà eu cette conversation l'année dernière, ici même à Aix-en-Provence. Pour faire l'usine du futur dans les PME et les ETI, il va falloir que les sociétés de services informatiques créent des pratiques d'informatique industrielle à des prix abordables pour les PME. Et les pratiques informatiques industrielles, ça veut dire quantité de jeunes ingénieurs qui vont aider les patrons de PME, qui ont compris le message. On leur a dit l'usine du futur. Ils ont compris. Ils ont lu tous les slides. Ils ont été à des colloques. Maintenant, je l'avais dit l'année dernière, on a un peu progressé, mais pas beaucoup. Ils ont besoin d'avoir le 0,6 de quelqu'un qui, lundi matin, vont le faire. Pour un prix raisonnable, 600-700 € la journée par consultant. Voilà. Et donc Peugeot, évidemment, a pu se le payer depuis des années. C'est pas très cher, si ça. Et oui, et bien voilà. Et donc 600-700 €, je parle du poids moyen de la pyramide que vous achetez. Une allusion à d'autres entreprises. Voilà. Et donc, effectivement, on est en dessous des seuils de marché qui sont abordables. Mais j'insiste sur ce point, parce que si on arrive à craquer ce marché, mais c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de jobs français, non délocalisables, qui vont pouvoir être créés. Les clients sont là, les besoins sont là, leur capacité de paiement est là, nous les finançons. Enfin, tout est à faire. Voilà. Donc je cite cet exemple parmi d'autres, mais il y en a plein d'autres qui permettent de penser en effet que la révolution digitale dans l'industrie va créer quantité d'emplois. Je vous rappelle, pour terminer, que les deux zones européennes où il y a le plus de robots, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Italie du Nord, sont des zones où on est en emploi, en plein emploi. Voilà, c'est clair. Vous êtes d'accord ? Vous qui accompagnez pour les 600 €, oui, peut-être. Mais non, enfin, ce qui a été bien dit sur l'éducation, moi je suis pas très inquiet sur le niveau des écoles d'ingénieurs. C'est plutôt un problème de volume. Le vrai problème de volume. Donc, oui, mais bon, ça c'est un sujet. Mais le vrai sujet, c'est la formation continue. Effectivement, accompagner l'évolution des équipes en place. C'est là où, effectivement, on peut trouver des partenaires, on essaie d'en être un. Mais il y a aussi un certain nombre d'outils qu'on peut proposer. Nous, on a mis en place des casques de réalité virtuelle pour que des gens non qualifiés puissent réaliser des tâches qualifiées et se former au fil de l'eau. Donc c'est le vrai sujet de la transformation. Je serais un peu moins optimiste sur
peut-être la compréhension, mais en tout cas la volonté d'avancer des patrons de TI ou de PME sur les vrais sujets de transformation globaux. Je répète, nous on voit c'est 20% sur les vrais sujets de transformation, 50-60% sur les ERP, la chaîne de valeur. C'est des choses qui déjà sont en train de se mettre en œuvre. Et donc là, effectivement, il faut trouver le partenariat avec des sociétés de conseil ou de services qui vont accompagner sur du pragmatisme et sur des cas concrets. Nous, on fait beaucoup de roadmap de transformation pour justement être capable d'avoir un plan concret, pragmatique, d'accompagnement sur des sujets transformants, mais qui sont abordables, quantifiables et mesurables sur des délais courts, puisque rentrer dans des grands programmes de transformation sur une ETI, c'est toujours un sujet compliqué et dangereux. Donc il y a encore un effort à faire. Sur la formation continue, c'est quand même le sujet majeur pour accompagner l'évolution. Et nous, le seul sujet qu'on voit, c'est le management intermédiaire qui effectivement doit se repenser pour être plus agile, plus adaptable, avec une vision futuriste et qui perd un peu ses repères. Mais en tout cas, pour les opérateurs, pour devenir des opérateurs augmentés, je pense qu'il y a effectivement de la place pour de la croissance et d'ailleurs peut-être un manque d'effectifs sur le territoire. Afif Shelby, est-ce que vous avez la même problématique en Tunisie? Il faut aussi former les jeunes à ces nouvelles technologies. Tout à fait. En fait, la problématique profil standard, série longue et délai long, c'est substituer une problématique série court, délai court et profil affiné et qui doivent changer sans cesse. En fait, si on était resté dans les anciennes formules, je pense que le système productif Euromed, Europe-Tunisie, il n'en serait pas resté grand-chose par rapport à la concurrence asiatique. Je pense que notre chance collective au nord et au sud de la Méditerranée, c'est ces changements technologiques profonds qui ont été mis en œuvre ces 10-15 dernières années. Et je pense que ces changements technologiques offrent à la fois à la jeunesse européenne et à la jeunesse tunisienne d'exercer des métiers qu'ils n'auraient pas exercés si on était resté. Je vous donne juste un exemple. Il y a 10-15 ans, on était dans des séries de plusieurs dizaines de milliers de pièces avec des délais longs et avec une formation standard qui ne changeait pas beaucoup à la sortie de l'école. Dans ces créneaux-là, la Chine nous bat à plat de couture. Par contre, aujourd'hui, par exemple, on parle d'aéronautique ou de composants automobiles. Toutes les usines qui travaillent en Tunisie livrent aujourd'hui, dans des délais parfois de 24 heures, 48 heures, les chaînes de montage directement sur les chaînes de montage de PSA ou de Mercedes ou de Renault. Pour exercer ce nouveau type de métier, il faut des formations complètement différentes, et c'est ce qu'on met en œuvre en Tunisie. Mais il faut voir que pour nous, c'est vraiment une chance, parce que c'est la seule façon de continuer à exister dans cette division internationale du travail pour lequel il y a une vraie bataille, à mon sens, entre ces deux grands blocs que sont donc l'Europe, Méditerranée et l'Asie de manière générale. Face à la Chine. Martha Renberg, comment est-ce que vous imaginez l'homme et la femme de demain au travail? Wow. So I think we're all kind of tech optimists here. We're kind of rubbing our backs. We are very optimist. And so for the sake of argumentation, I'll just share a little bit of my concerns. Is that yes, indeed, we have technology that is empowering us and helping the worker in the factory become more safe and more enabled. But looking ahead in the tech crystal ball, the technology is moving really fast. And general artificial intelligence, I believe we're going to have within 10 years. So we need to start moving the conversation from how to use technology to incrementally improve our production and sort of assembly line, and move much more towards how to use technology and humans in combination to focus the discussion on the future of consumption. This is the largest impact that technology has. They can radically change how we consume. Unfortunately, a lot of the strategies that I see is focused on technology in our production, if that makes sense, incremental innovation on the assembly line. And here is where the trick comes, because for us to do something radical within the future of consumption, it's quite of a skills gap. A worker in the factory versus here understanding the future of consumption is more about maybe ethnography. It's more about also courage and thinking the most radical thoughts. So I'm Swedish. Anyone use IKEA? Famous with IKEA? Yes. So try to think about when IKEA was pitching to a investor some 50 years ago that, hey, we're going to make people construct their own furnitures at home, and it's going to sell like crazy. Ridiculous thought, right? But that became the norm.
And this is what we have to educate ourselves to, embracing the ridiculous, because these are the value shifts in consumption that I'm seeing and observing on a daily basis. And that's quite of a skills gap in terms of thinking of these workers or labor in the production facilities. So we have to skill up for courage, for thinking creatively, and thinking like artists is totally different skill sets. And that's where I see huge opportunities, but also a bit scared when I'm looking at the statistics. There seem not to be a clear strategy industrially for how to reskill. And I think we need to focus on that. Merci. Éric Labaille, il nous reste 10 minutes, donc pour une conclusion très courte, chacun d'entre vous. Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste? Et effectivement, est-ce qu'il faut laisser la place à la créativité, comme vient de le dire Martha Rehnberg? Ça serait une belle conclusion. Ouais, moi, je suis plutôt du côté optimiste, simplement parce que l'histoire a montré que les révolutions technologiques dans la durée peuvent être positives, enfin, même ont été positives au sens de la création de valeur ajoutée donc pour les consommateurs et en termes d'emploi. Néanmoins, il y a des, on appelle ça des prérequisites ou des incontournables pour être optimiste. C'est pas juste un optimisme béat. On voit bien qu'il faut une adaptabilité des États, une agilité de marché du travail, de réglementation qui doit permettre l'adaptabilité. Et donc ça, pour moi, c'est là où il va être l'emphase majeure à faire pour que ces transitions, et c'est à la fois la créativité du côté de l'innovation, donc c'est les écosystèmes, et de l'autre côté, l'adaptabilité dans le marché du travail, des compétences, se fassent à la bonne vitesse. Parce qu'on a payé en gros la première phase de globalisation, ou la deuxième phase de globalisation des années 90 à 2010, parce qu'on a un retard à l'allumage dans certains pays, à l'adaptabilité des compétences et du marché du travail. Et donc là, cette fois-ci, on est dans la phase 2 ou phase 3, et bien là, il ne faut surtout pas qu'on soit en retard sur l'adaptabilité qui va permettre justement de gagner et non pas d'être encore une phase en retard. Donc voilà, mais donc des prérequis pour être optimiste. Mais quand je vois la créativité, et je voulais aussi revenir, 25% des jeunes aujourd'hui des écoles d'ingénieurs françaises vont dans l'entrepreneuriat, entre 25 et 35, pour justement créer les innovations de demain. Ça aussi, c'est une source d'optimisme. Parce que là, c'est là où la créativité est à fond, les innovations sont là, et c'est eux qui prennent les risques d'ailleurs. Enfin, ils sont totalement, par l'intérêt général, par leur envie de changer le monde, eh bien, ils sont en train de le transformer. Donc, il faut s'assurer que l'État, au sens large, en tout cas, est là pour aider cette innovation à se faire et à se diffuser dans tout le tissu sociétal. Louis Gallois, un mot de conclusion. Vous êtes optimiste également? Moi, je suis optimiste si nous prenons le virage. Et le virage, il n'est pas évident parce que il y a des réticences normales, des timidités de la part d'un certain nombre d'entreprises, notamment les PME. Les PME ont beaucoup de difficultés à prendre ce virage numérique au-delà de ce qui a été indiqué, parce que c'est vraiment le saut dans l'inconnu. Bon, et puis en plus, les patrons de ces PME ont parfois le sentiment qu'ils ne sont pas suffisamment compétents pour gérer ça. Il y a une opinion publique qui est inquiète, parce qu'elle a l'impression que on lui dit sans arrêt que des emplois vont disparaître. Je pense que ça, il faut y faire attention. Les politiques sont nuls. Bon, il n'y en a pas dans la salle. J'espère pas. C'est-à-dire, les politiques, ils n'en prennent pas ça en main comme problème. Et les médias aussi devraient le prendre en main. Donc moi, je propose qu'on tienne une conférence du consensus sur le numérique. C'est-à-dire qu'il y a un débat. On sait organiser les débats. On vient de faire un grand débat en France. Moi, je propose qu'il y ait un débat qui s'organise sur ce sujet pour dépassionner, plus que dépassionner, dédramatiser le sujet, l'objectiver, montrer qu'il y a des solutions, montrer que c'est au contraire l'avenir, qu'il faut y aller, qu'il faut être conquérant, ambitieux, offensif, et que tout le monde va y trouver sa place. Et je pense que c'est absolument essentiel pour que nous allions vers l'industrie de demain. Et parce que sinon, nous allons avoir les blocages classiques de la société française. Et je crois que seule l'objectivation, la dédramatisation nous permettra d'avancer. Nicolas Dufourcq. Oui, dans les valeurs de la banque, il y en a deux en particulier qui sont optimisme et volonté. Donc optimisme, ça va de soi.
Ensuite, on est des obsédés du passage à l'acte. Donc évidemment, je suis d'accord avec tout ça. Maintenant, on fait quoi? Donc, je vous donne quelques exemples des actions qu'on a lancées. Et il faut qu'on les réussisse parce que c'est pour nous, encore une fois, la clé du succès. Une action, on est en train de créer le plus gros réseau français et européen, à mon avis, d'executive education pour patrons de PME et patrons d'ETI. Donc on est en train de faire passer 4000 patrons, et d'ailleurs le comité exécutif français, dans nos écoles. Des écoles qui sont des promotions de 2 ans avec beaucoup de consulting, du retour dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, des voyages à l'étranger, des effets de promotion que nous organisons de manière à ce qu'il y ait une camaraderie entre les patrons de PME qui se donnent des coups de main, qu'on revienne à l'économie du coup de main, notamment au moment où on est obligé de passer au digital. Il faut bien passer des coups de fil aux copains. Et souvenez-vous qu'on est dans un monde d'hyper-solitude. Tous ces entrepreneurs sont extrêmement seuls. Donc retenez ça, on aura ouvert à peu près 50 écoles. Vous imaginez l'énergie qu'il faut pour monter ça, partout en France, dans toutes les régions, dans toutes les filières. Donc on a un accélérateur du textile, un accélérateur de la chimie, un accélérateur de l'aéronautique, un accélérateur de l'automobile, un accélérateur de la plasturgie, etc., etc. On voudrait créer un accélérateur, par parenthèse, du secteur des machines-outils digitales, parce que nous avons un écosystème de PME qui font ça, mais cet écosystème n'est lui-même pas très connecté. En réalité, il faut le développer, il faut le professionnaliser. Donc ça répond à une des objections qui était faite tout à l'heure, qui est qu'en effet, nos patrons de PME ne se rendent absolument pas compte de leur potentiel, au fond, de croissance et de performance. Et pour les emmener à leur potentiel, exactement comme des athlètes, il faut faire des INSEP. Donc on fait des INSEP d'entrepreneurs. Voilà, ça, c'est une première action. La deuxième action, également, qu'on travaille avec mon voisin de gauche, c'est que pour que le patron de PME, lui-même complètement seul, puisse appeler quelqu'un qui va lui faire les 30 000 lignes de code de digitalisation de sa petite maison, de son entreprise, de 10, 30, 40, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut qu'il y ait une profession. Et cette profession d'informatique industrielle de terrain, de PME, elle doit voir le jour, elle commence à voir le jour. Et donc, nous avons monté toutes sortes d'actions en la matière pour financer ces entreprises, donner envie aux boîtes d'informatique de créer ces practices, prendre du capital dans ces entreprises de manière à ce qu'elles puissent se projeter. Et les entrepreneurs qui sont dans nos écoles passent automatiquement au travers du conseil en digitalisation, informatisation, mais pas seulement dans le mode « Yaka Faucon, digitalisez-vous les gars », en mode « on va le faire » et on le fait. Voilà. Donc 2 exemples d'actions pragmatiques qui font que oui, on peut être optimiste dès lors qu'on reconnaît que c'est une face nord et qu'on reconnaît que pour attaquer une face nord, il faut être très équipé. Voilà. Donc nous, on est là pour équiper les gens. Vincent Wex. Je crois que tout a été dit. Nous, on est optimistes par essence sur le sujet. Les fondamentaux sont là. Il y a effectivement des actions qui sont lancées et qui devraient répondre à un certain nombre de sujets. Après, moi, je pense qu'on a tous les atouts. Il reste d'ailleurs, comme la transformation digitale globale, on parle d'industrie du futur, mais c'est la société du futur, à la fin, dont on parle. Nous, on pense qu'effectivement, si l'État aussi sait mettre l'écosystème, la gouvernance qui va bien pour faciliter cette transformation, pour en faire de la croissance et une amélioration de la vie des citoyens, on a toutes les chances de réussir. Et clairement, on doit l'accompagner d'une vision assez stimulante de notre modèle social pour accompagner cette transformation. Et ça, c'est quand même un prérequis qui est important. Aller localiser des équipes en proximité en France, c'est quand même un sujet assez compliqué. Nous, on le voit tous les jours. On n'a que 10 000 personnes en France, mais dans 40 sites, la mobilité, l'agilité sont des freins aussi au développement et à l'accompagnement de ces ETI. Donc il faut vraiment qu'on crée ce système stimulant pour notre modèle social. Affiche Shelby, un mot de conclusion. Oui, ce sera bien Martin sûr. Renberg. On aura Optimiste par rapport à la maîtrise des évolutions technologiques. En fait, le monde s'est toujours adapté. Je citerai Daniel Cohen qui disait que la peur que la machine remplace l'homme remonte à la nuit des temps, mais elle est pourtant refutée par l'examen le plus naïf des données. Non, je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut qu'être optimiste. Sur le panel, ici, il y a au moins trois personnes. Donc, GFI qui travaille en Internet des objets en Tunisie, ST Microelectronics qui a une très grosse boîte en Tunisie dans le domaine, Airbus que vous ne présidez pas, mais qui travaille beaucoup. Donc, je pense que dans ce niveau de l'évolution technologique, on ne peut être qu'optimiste. Mon inquiétude, ma nuance, c'est sur la montée des populismes et sur l'aspect géopolitique. Là, je pense qu'il y a des efforts à faire en matière de politique publique pour qu'il n'y ait pas donc, des laissés pour compte ou bien des gens qui restent en bas de cordée, pour reprendre une expression.
Donc il faut qu'il y ait des politiques publiques parce que les mécanismes de marché seuls, l'histoire l'a montré, ne corrigent pas suffisamment les effets sociaux de ces évolutions technologiques. Donc l'idée de pacte, effectivement, social, de pacte Euromède sur la technologie qui prenne en compte à la fois le social à l'intérieur de la France et le social dans la zone Euromède, je pense que c'est une bonne idée qui peut être creusée. Martin Renberg. Alors, je viens de parler du courage, alors je vais essayer en français. Je travaille avec la disruption, pas parce que je pense que c'est drôle. Moi, je suis très paresseuse, j'aime pas avoir de disruption, mais parce que c'est nécessaire. Le changement climatique, la crise climatique, c'est la plus grande tâche que l'industrie a. Et si je regarde globalement, je suis pas optimiste. Si je regarde l'Union européenne, je deviens optimiste. Mais parce qu'on a tellement de choses à montrer, mais on ne fait pas de bruit. Les Américains, ils aiment sauver le monde avant midi. Ils ont de grandes narratives et de grandes histoires. Et nous, je ne sais pas, on est un peu silencieux, on parle seulement en français peut-être. Il faut faire du bruit. Il faut travailler ensemble, donc une invitation de venir au Danemark et en Suède. Il faut travailler ensemble parce que la France seule, c'est rien du tout, le Danemark, rien du tout. Enfin, je suis désolée, mais si on veut que le reste du monde nous regarde, il faut travailler beaucoup plus ensemble. Et il faut aussi que chaque individu, maintenant, il faut parler aussi des actions individuelles. Quand on parle de disruption, you have to start with yourself. Et ça aussi, je pense que l'action, l'héroïsme de l'individu est très important. Les changements sont radicaux. Il faut vraiment qu'on essaye de maintenir notre disruption à nous-mêmes. Et ça, c'est donc, je suis optimiste si on fait du bruit, on travaille ensemble et si on, au niveau individuel aussi, travaille avec notre disruption. Merci beaucoup. On a le temps de prendre... Question dans la salle. On peut en prendre deux, à mon avis. On a le temps d'en prendre deux. Monsieur. Bonjour, je vous remercie déjà pour votre intervention. Et j'avais une question sur les jeunes notamment, et les jeunes diplômés, parce que moi j'en fais partie, mais je ne peux pas en faire le parallèle avec le choix que j'ai fait moi, à savoir rentrer dans un cabinet de conseil, que vous critiquez un petit peu. Mais je me suis posé la question en fait moi de savoir est-ce qu'on peut rentrer en fait dans l'industrie. Et moi, j'ai fait une école de commerce, donc un diplôme de gestionnaire. Et je me rends compte, en fait, qu'on nous... c'est triste, en fait, parce qu'en plus, moi, je croyais, je me disais, mais on peut faire des carrières dans l'industrie, c'est possible. Et en fait, on nous rentre dans la tête pendant 5 ans que notre carrière se fera dans la banque, justement, les cabinets de conseil ou les grands groupes. Et très rarement, on nous parle d'industrie. Et pourtant, j'avais eu la chance, en fait, d'avoir un industriel en fait, qui nous avait fait un cours sur le LBO en nous expliquant que beaucoup d'entreprises en France étaient sans repreneur et que justement il y avait une opportunité pour nous qui n'avions pas de savoir technique, donc on ne pouvait pas devenir ingénieur chez Airbus et ensuite comme ça grimper dans la hiérarchie, mais directement reprendre peut-être une entreprise ou créer une entreprise ou participer à la création d'une entreprise. Et je voulais savoir en fait qu'est-ce que vous peut-être vous mettez en place justement pour attirer ces personnes-là qui ont je pense du talent, qui ont des idées justement pour faire de la disruption et animer tout cela. Et qu'est-ce qui est mis en place et qu'est-ce qui pourrait en fait encore plus accompagner les jeunes, notamment je parle des jeunes pas forcément de Ingé mais école de commerce, à s'intéresser à l'industrie. Nicolas Dufour peut-être, et puis Louis Gallois aussi. Non mais allô, oui. Donc le diagnostic c'est exactement ça. Je peux rajouter d'ailleurs que dans les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, pour des raisons qui sont probablement liées au classement de Shanghai, on fait quantité de stages à l'étranger qui sont très intéressants. On y apprend probablement beaucoup de choses, enfin encore que. Mais on finit par oublier complètement qu'il y a un pays qu'on connaît mal, c'est le nôtre, c'est la France. Hein. Et je dois dire quand même que la crise des Gilets jaunes nous a tout de même rappelé quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie du pays qui nous a dit, vous là, l'élite mondialisée, vous êtes bien sympa, mais il faudrait quand même que vous vous souveniez qu'on existe, hein, et que la France, au fond, c'est votre pays et que vous avez des voisins. Donc c'est aussi pour ça qu'on développe le VTE. C'est parce qu'on se dit, d'abord, c'est incroyable ce qu'on peut apprendre dans une entreprise de taille moyenne en début de carrière, parce que tout simplement, on est au contact du réel, et vous savez, c'est Lacan qui disait, le réel, c'est ce qui dit non. Voilà. Quand vous êtes dans un cabinet de conseil ou dans un grand groupe, etc., au fond, le réel vous dit un tout petit peu moins non que dans une vraie PME où tout est à faire à tout moment et vous travaillez, au fond, jour et nuit quoi, avec le patron. Donc vraiment, je le recommande. Ça, c'est un premier point. Et puis alors, l'autre chose qu'on a faite, qui nous a paru indispensable pour redorer le blason de l'industrie,
au fond, c'est de faire un blason de l'industrie, parce qu'il n'y en avait pas. On parlait de l'industrie, industrie égale usine, égale ouvrier, égale au fond échec, égale déficit commercial, égale tout ce que Louis a dit dans son introduction, c'est-à-dire le drame des 30 dernières années. Et au fond, moi je rajouterais à ce qu'il a dit le fait qu'il faut le reconnaître, entre 90 et 2010, oui, c'est ça, hein, donc 20 ans, l'industrie française a fait une dépression nerveuse. C'est-à-dire psychologiquement, elle a vraiment fait une dépression. Les chefs d'entreprise ont fait une dépression. Ils ont posé le sac, ils ont cessé d'investir, ils se sont dit qu'on les aimait pas, qu'on les taxait, ils se sont sentis un repoussoir absolu. Donc ils ont vraiment fait une dépression. Et donc on s'est dit, au fond, ce qu'on a réussi avec la French Tech, avec le coq rouge, eh ben, on va le faire avec l'industrie. On va donner un blason qui sera un blason unique pour l'industrie française, unifiant, de confiance en soi, une sorte de maillot de l'équipe de France, et c'est la French Fab, le coq bleu. Dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et mine de rien, on est en train de faire une tournée de 60 villes de France avec nos tentes, nos bus, nos concerts, et avec toutes sortes d'industries qui sont nos partenaires. Eh bien, vous seriez surpris, mais on va à Cholet, 3000 personnes viennent sur l'étape du French Fab Tour de BPI France. On va à Quimper, 2500 personnes. Vous vous rendez compte? On va à La Roche-sur-Yon, 4000 personnes. Donc il y a un appétit, il y a quelque chose, c'est pas du tout mort. Il fallait simplement qu'on traite le cœur, la psychologie, les émotions. Donc l'industrie française, elle est en train de renaître. C'est la French Fab, c'est le coq bleu. Quand on va à Hanovre, maintenant, on y va avec 200 entrepreneurs habillés tout en bleu. Les Allemands se demandent ce qui se passe. On s'arrange au dîner du soir. Vous savez, il y a toujours un banquet le soir à Hanovre. Et là, avec stupéfaction, les Allemands regardent le contingent français, extraordinairement animé, formant un pack de rugby impressionnant. Et donc c'est ça la renaissance de l'industrie française. Il faut tout traiter. Il faut traiter la techno, il faut traiter la psychologie, les émotions, le maillot, les INSEP, les centres de formation, traiter la solitude de l'entrepreneur, inciter les jeunes comme vous à démarrer vos carrières là-bas. Vous pouvez y passer 1 année, 2 années. De toute façon, après, vous ferez autre chose. Peut-être, certains d'entre vous resteront. Mais si on fait tout ça, alors vraiment, moi, je pense qu'on peut être à 18% du PIB en 2030. Une autre question, voilà, il nous reste 4 minutes, donc une question, encore une, madame. Attendez, on vous apporte le micro, voilà. Je gère un TPE à Paris qui accueille des étrangers anglo-saxons en France dans l'événementiel et aussi tourisme culturel. Et j'ai beaucoup de problèmes avec les jeunes qui rentrent sur le marché du travail. D'abord, ils sont instables, ils ne veulent pas rester. Ils sont en train de papillonner. Et je parle à des gens qui sont de mon âge, des Français. Ils reconnaissent le même problème chez eux. Il y a un problème important, oublions l'intelligence artificielle et tout le reste. Et on m'a dit, et peut-être ça se regroupe ce qu'avait dit M. Gallois et le monsieur de la BPI. Ils disent on a tué la valeur travail en France depuis 30 ans, 40 ans. Je crois que votre mouvement maintenant avec la BPI est en train de changer ça. Mais aussi, j'ai découvert en France, beaucoup de gens disaient « Ah, les patrons qui réussissent, ce sont des voleurs, des escrocs, etc. » Il y a quelque chose de malsain. Comment est-ce qu'on va changer ça? Parce que robot ou pas robot, numérique, pas numérique, je crois qu'il y a quelque chose qui est très différent d'autres pays que j'ai rencontrés, et mon propre pays natal, les États-Unis. Et le président en a parlé, je crois, cette maladie, jalousie, mais le côté... Est-ce qu'on a tué quelque part le valeur travail et comment on va le remettre? Qui veut répondre? Moi, je veux bien répondre. Allez-y, Luca. Deux choses. D'abord, les patrons de PME sont plutôt bien vus en France. Dans les opinions, en tête, il y a les militaires, mais les patrons de PME sont pas mal. Ceux qui sont très mal vus, c'est les patrons des grands groupes. Et c'est d'ailleurs un problème pour les grands groupes. Mais ils sont très mal vus. Ils devraient d'ailleurs s'en occuper. Ils devraient s'en occuper plus qu'ils ne le font, de leur image dans l'opinion publique. Il ne faut pas qu'ils fassent ségrégation, comme dit Fourquet. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'ils sont mondialisés et que donc ils ne s'intéressent plus à ce qui se passe en France. Je pense que je suis un peu sévère, je caricature un peu, mais c'est très important ça. En termes il faut que cette image des patrons des grands groupes change. Sur les PME,
moi, je n'ai jamais été dans une PME. Je ne peux pas en parler, je n'ai jamais été que dans des grands groupes. J'en ai quand même fréquenté 4, ou 5. Donc, j'ai une petite expérience de ça. La PME, c'est formidable. C'est très dur, mais c'est formidable. Vous avez tous les problèmes en direct. Vous avez les problèmes financiers, vous avez les problèmes industriels, vous avez les problèmes du commerce. Quand vous rentrez dans un grand groupe, vous êtes dans une filière, vous rentrez dans une direction. Vous êtes soumis à un fonctionnement assez hiérarchique, même si on essaye de changer les choses. Donc moi, je pense que pour un jeune, il faut aussi qu'il regarde. Je suis d'accord avec Bernard Dufault. Il faut qu'il regarde la solution PME. C'est une solution qui est extraordinairement valorisante. Et quand elle parlait de la valeur travail, des valeurs... Oui, alors la valeur travail, ouais, moi je vais dire une énormité, mais je pense qu'on lui a filé un sacré coup quand on a fait les 35 heures. Hein, bon, on lui a filé, parce que moi, j'ai plutôt la réputation d'être un social. Hein. J'estime que avoir réduit la durée du travail aussi brutalement, c'est-à-dire pour expliquer aux gens, mais c'est mieux quand vous ne travaillez pas. C'est-à-dire qu'on a fait basculer les gens où la partie hors travail devient beaucoup plus importante que la partie travail. Et je pense que ça, c'est un véritable sujet. Et je partage votre diagnostic. Il faut que nous réhabilitions la valeur travail. Il faut que et actuellement, c'est possible. On revient au numérique parce que le travail est quand même, dans l'industrie en particulier, très valorisé par le numérique, enrichi, moins dur grâce au numérique. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais vous avez raison, insister là-dessus, sur la valeur travail. Je crois que c'est absolument essentiel. Merci beaucoup, Louis Gallois, Nicolas Dufourcq, Afif Shelby, Martin Renberg, Vincent Rouex. On n'a plus le temps, malheureusement. Il est 18h41. J'avais dit 18h40. Merci à vous tous.